Aujourd'hui, on plonge dans une des périodes les plus épiques, les plus folles de l'histoire chinoise, l'ère des Trois Royaumes. C'est vraiment une histoire incroyable de pouvoir, de trahison et de stratégie géniale qui a littéralement façonné le destin de toute une nation. Ça plante le décor, n'est-ce pas? On part d'un empire qui était unifié, solide, et qui est sur le point de voler en éclats. C'est le début d'une ère de guerre, mais aussi, et surtout, d'une ère d'héros. Alors, pour bien comprendre comment on en est arrivé là, comment ces royaumes ont pu naître, il faut faire un petit retour en arrière. Tout commence, en fait, avec la chute de la dynastie qui régnait avant. Il faut s'imaginer, la dynastie Han, c'était le ciment de la Chine pendant plus de 400 ans. Mais voilà, à la fin, ce ciment se fissurait de partout. D'un côté, la corruption rongeait le pouvoir de l'intérieur, et de l'autre, des révoltes paysannes éclataient un peu partout. Tout cet effondrement a créé un vide de pouvoir immense, une occasion en or que des hommes très ambitieux n'allaient pas laisser passer. Et c'est justement de ce chaos que vont sortir les trois figures centrales de notre histoire. Trois leaders avec des ambitions et des styles radicalement différents. Alors le premier, c'est Cao Cao. C'est un personnage fascinant, très complexe, à la fois poète, chef de guerre impitoyable et politicien de génie. Pour lui, pas question de légitimité divine. Non, ce qui compte, c'est la force, c'est la ruse. Le pouvoir, ça se prend, point. Il va très vite consolider son emprise sur le nord et poser les bases de ce qui deviendra le royaume de Wei. Au sud, l'ambiance est complètement différente. Là-bas, on trouve Sun Quan. Lui, il hérite du pouvoir de sa famille. Son royaume, Wu, est protégé par une formidable barrière naturelle, le fleuve Yangtze, qui en fait une sorte de forteresse. Il est moins un conquérant qu'un bâtisseur, en fait. Il se concentre sur la défense et la prospérité de son territoire. Et enfin, il y a Liu Bei. Lui, c'est un peu l'outsider de l'histoire. Contrairement à Cao Cao, son truc, ce n'est pas le pouvoir pour le pouvoir. Il prétend être un lointain parent de la famille impériale et se présente comme le défenseur de la justice, le restaurateur de la dynastie Han. Parti de rien, son charisme et sa cause vont attirer à lui des partisans incroyablement loyaux, avec qui il fondera le royaume de Shu. Mais la plus grande force de Liu Bei, ce n'est pas tant son armée que les gens qui l'entourent. Il a ce génie de savoir s'entourer des meilleurs, et notamment de Zhuge Liang, un stratège dont les plans, parfois, frôlent la magie. Ses idées vont devenir légendaires et changer le cours de nombreuses batailles. Donc, si on résume la situation, on a Wei au nord avec sa puissance militaire brute, on a Wu au sud avec son avantage géographique quasi imprenable, et on a Shu à l'ouest avec sa légitimité morale, sa cause juste. Trois forces en équilibre, trois ambitions, pour une seule et même Chine. La confrontation est juste inévitable. Et cette confrontation, elle va atteindre son point culminant lors d'un événement qui reste gravé dans toute l'histoire militaire chinoise, la bataille de la Falaise Rouge. Imaginez le tableau. D'un côté, on a le mastodonte Cao Cao avec son immense flotte qui descend le fleuve Yangtze pour tout écraser sur son passage. De l'autre, une alliance improbable et bien plus petite, formée en urgence par Liu Bei et Sun Quan. Sur le papier, franchement, l'issue semble déjà écrite. Mais c'est là que l'intelligence surpasse la force brute. La stratégie de l'Alliance, attribuée au génie de Zhuge Liang et du stratège de Wu, Zhou Yu, elle est brillante. Ils exploitent l'arrogance de Cao Cao. En faisant semblant de se rendre, ils l'attirent dans un piège parfait. Et là, il retourne sa plus grande force, sa flotte massive, contre lui avec une attaque par le feu absolument dévastatrice. Le résultat est sans appel. La flotte de Cao Cao est anéantie. Cette défaite l'empêchera à jamais d'unifier la Chine par la force. Mais attention, cette bataille ne désigne pas un vainqueur. En fait, elle grave dans le marbre la division de la Chine en trois royaumes bien distincts. On pourrait croire que c'est la fin de l'histoire, mais pas du tout. La bataille de la Falaise Rouge n'a pas mis fin à la guerre. Au contraire, ce n'était que le début. Elle a ouvert la porte à des décennies et des décennies de conflits. Cette période, c'est un peu un échiquier géant. Les alliances se font, se défont, les trahisons sont monnaie courante, chaque camp essaye de prendre l'avantage avec des stratégies toujours plus audacieuses. C'est vraiment pendant ces années que les héros deviennent des légendes et que les plus grands récits de loyauté et de sacrifice prennent racine. Mais bon, toutes les guerres ont une fin et même les plus grands héros finissent par disparaître. Alors, voyons comment cet équilibre précaire a finalement été rompu et surtout, quel héritage cette période nous a laissé. Après la mort des héros fondateurs, l'équilibre des forces change. Le royaume de Wei, qui était déjà le plus puissant et le mieux organisé, finit par prendre l'avantage. D'abord, il conquiert le royaume de Shu. Et des années plus tard, la dynastie qui succède à Wei absorbe le dernier rival,
le royaume de Wu. La Chine est enfin unifiée. Et voilà, après près d'un siècle de division et de guerre, le rideau tombe. L'ère des trois royaumes, en tant que période historique, est terminée. Sauf que, et c'est là que ça devient fascinant, si la guerre est finie, la légende, elle, ne fait que commencer. L'impact culturel de cette période dépasse de très très loin son importance historique brute. L'histoire des trois royaumes est devenue une véritable épopée nationale, racontée et embellie dans des romans, des opéras, des films et bien sûr des tonnes de jeux vidéo. Elle continue de fasciner parce qu'elle parle de thèmes qui sont universels, l'ambition, la loyauté, le génie stratégique et cette question éternelle de ce qui fait un bon leader. Et ça nous laisse avec une dernière pensée. Au-delà des vainqueurs et des perdants, cette histoire nous pousse à nous interroger. Entre la quête pragmatique du pouvoir de Cao Cao, la défense de son héritage par Sun Quan et la lutte pour la justice de Liu Bei, est-ce qu'il y avait vraiment une cause plus juste que les autres? La question, elle, reste ouverte.